Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais échanger sur qu'est-ce qu'être riche au final. Est-ce que c'est plus aller vers un certain type de richesse comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, jet privé, grosse voiture, grosse villa? Est-ce que c'est même souhaitable d'arriver à un tel niveau de richesse ou de tendre vers ça? Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres objectifs derrière, plus raisonnables et plus atteignables aussi pour la plupart des gens, et donc redescendre un peu sur terre, échanger aussi sur nos visions de la richesse avec Thibaut, et voir que on n'est pas forcément obligé d'aller tendre vers un but, c'est pas forcément, encore une fois, souhaitable d'aller sur des niveaux de richesse comme on peut, ce qui peut être montré, alors à tort ou parfois faké sur les réseaux sociaux, ou alors est-ce que c'est pas plus avoir plus de choix, tout simplement, et même pour commencer, on en parlait un peu en off, peut-être revoir ce que c'est, faire partie déjà du top 1% des gens qui gagnent le plus d'argent en France. Donc, je sais pas si Thibaut, tu veux partager quelques chiffres pour avoir cette donnée-là, Mmh. pour commencer la discussion après là, en partant là-dessus. Ouais, je vais, partager mon écran là rapidement. Donc rapidement quand même, juste pour donner un peu le contexte, parce que souvent on a l'impression sur internet que, faire partie du top 1 enfin c'est un terme et une notion pour moi qui a été trop longtemps galvaudé, et qui a été sous-estimé aussi à de très nombreuses reprises, à tel point qu'on a l'impression aujourd'hui que faire partie du top 1 c'est relativement simple, que tout le monde peut y arriver et que si à 25 ans, on n'a pas réussi à atteindre ce statut du top 1 des personnes les plus riches ou qui ont les plus gros types de revenus, ben, entre guillemets, «on a raté notre vie». Donc je voulais quand même remettre un petit peu, comme l'a dit Théo, les pieds sur terre et vous donner quelques chiffres concrets. Là, c'est une étude qui date un petit peu, mais ça nous donnera quand même une vision un peu plus objective de ce qui peut se cacher derrière. C'est une étude qui a été effectuée en 2015 sur le top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France en termes de revenus, sur la courbe en bleu, et le nombre de personnes qui gagnent le plus d'argent en France en fonction du pourcentage de la population par rapport au niveau du patrimoine. Et donc sur la courbe en bleu, on remarque que là ici, si on regarde le top 1%, donc le top 1% des personnes qui ont le plus de revenus, ça correspond à un salaire annuel d'à peu près 106 000 euros par an. Donc c'est à peu près entre 8 800 et 9 000 euros par mois. Donc on considère qu'on fait partie en France du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent en termes de salaire, qui ont un revenu qui leur permet d'atteindre ce statut du top 1%, à partir du moment où on a entre 8 800 et 9 000 euros par mois. Et je vous pose la question aujourd'hui, 8 000 ou 9 000 euros par mois, est-ce que pour vous, avec un job par exemple salarié, ça vous semble atteignable? Oui ou non, hein, à vous de répondre à la question, mais de mon côté, je suis intimement convaincu que très peu de gens arriveront à obtenir ce genre de revenus simplement en prenant en compte et uniquement en considération le travail salarié. Parce que à moins qu'on soit avocat d'affaires, chirurgien de renommée ou éventuellement CEO dans une très grosse boîte, il y a très peu de probabilités de pouvoir prétendre à obtenir un revenu aussi important en termes de salaire, notamment en France. Après, selon moi aussi, je pense que la richesse ne se représente pas uniquement avec le niveau de revenu uniquement. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, hein. Le revenu en tant que tel, ça ne veut rien dire. Ça dépend du niveau de vie, ça dépend des charges, ça dépend de concrètement ce qu'on fait aussi de cet argent-là. Mais surtout, pour moi, ce qui représente véritablement la richesse d'une personne, pardon, c'est le patrimoine net. Parce que les revenus, pour moi, ça nous renseigne sur pas forcément grand-chose. Et là, cette étude nous montre que pour faire partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France, c'est 1 800 000 euros de patrimoine net. En deçà, bah, du coup, par exemple, pour faire partie du top 90% des personnes qui ont un patrimoine net le plus élevé possible, c'est 534 000 euros. Tu vois, c'est juste fou, en fait, parce que souvent, les gens, ils ont l'impression que voilà, si on n'est pas multimillionnaire, si on n'a pas tout de suite la grosse villa au bord de la mer, le yacht ou ce que tu veux, on a, entre guillemets, raté notre vie. Et c'est ça, en fait, faire partie du top 1%. Ça, c'est clairement pas le niveau de vie du top 1%, hein, c'est le top Ouais, c'est clair. 0,0001%. Et si en plus de ça, on prend en considération l'âge de la personne, parce que sur les réseaux sociaux, tu peux avoir des personnes qui sont super jeunes, tu vois, qui ont 23, 24, 25 ans et qui peuvent se permettre d'avoir un niveau de vie, et admettons que ce soit pas un niveau de vie qui soit faux, mais un vrai niveau de vie comme ça, avec un yacht, un jet privé et ce que tu veux, c'est un peu du même niveau que Mbappé, en fait. Et là, on fait partie du 0,00, tu peux rajouter 100 zéros à côté et 1% du L'anomalie pourcentage de la statistique, ouais. population, quoi, en termes de statistiques. Et du coup, c'est ça, en fait, qui est important de prendre en compte et de prendre du recul là-dessus, parce que souvent, tu as des personnes qui vont se focaliser uniquement sur le fait de faire partie des personnes qui gagnent le 1% du plus d'argent. Là, je vais montrer un élément concret. Si déjà, là, en termes de revenus,
on a des revenus qui sont supérieurs à 45 223 € par an. Ça veut dire qu'il y a 90% de la population en France qui gagne moins que nous en termes de revenus uniquement sur ce critère-là. C'est juste dingue en fait. Et donc ça remet, je trouve, des éléments concrets dans la tête des gens pour montrer que souvent, quand on leur montre des objectifs, voilà, de gagner 9 000, 10 000 € par mois ou 8 000 € par mois, il y a très peu de chances et très peu de probabilités qu'on arrive en fait à ce genre de revenus-là. Il y a très peu de probabilités que ces personnes y arrivent. Et je pense que même au-delà de ça, on n'a pas forcément besoin d'obtenir ce genre de niveau de vie. Ça dépendra de la manière dont on veut utiliser notre argent et du style de vie qu'on souhaite avoir. Et comme on l'a dit en introduction, je pense que c'est pas dans l'impératif commun que d'avoir un yacht, un jet privé et tous ces trucs-là. Je pense que dans l'impératif de beaucoup de personnes, c'est simplement de se donner peut-être un peu plus de choix, un peu plus de possibilités. Et je pense que c'est ça qui est le plus important en fait. Ouais, tout à fait. Et puis surtout aussi, on en avait parlé dans une autre vidéo sur le temps, redéfinir richesse aussi un peu. C'est-à-dire que quelqu'un, pour moi, qui gagne 100 000 € pour faire partie du top 1%, mais qui doit pour cela, parce que c'est son taf salarié qui fait que ça, bosser 100, 120 heures par semaine, est-ce qu'il est plus riche que quelqu'un qui en gagne 50 000 à l'année, mais qui bosse 10 heures par semaine? Tu vois, je sais pas aussi. Je pense qu'il y a aussi la richesse qui bien trop souvent est définie par le matérialisme pur et dur, mais il y a aussi le temps. Et au final, pour être aussi bien dans sa vie, je pense que c'est important d'avoir le temps. Et je sais plus où c'est que j'avais lu ça, mais il y a très peu de personnes au final qui ont aucun choix sur le temps. Peut-être mal expliqué, mais il y a personne qui peut pas décider, qui a même pas 1 heure pour lui par jour, qui soit vraiment content. Tu vois, c'est bien un moment d'avoir de pouvoir décider ce que tu fais de ton temps. Et donc, ça revient à la notion de choix. Et donc, du coup, ça revient aussi à la notion il faut quand même avoir un minimum. Pour dire, il faut pas forcément viser le maximum, mais il faut quand même en avoir un minimum pour justement avoir ce choix de ton temps et de savoir ce que tu fais un peu dans ta vie. Tu vois, pas forcément gagner 10 000 € par mois, mais il faut quand même avoir un certain montant en fonction de tes objectifs aussi. Mais malheureusement, on peut pas vivre sans rien non plus et se passer totalement de l'argent. Faut pas être utopique non plus. Du coup, quel est le bon niveau? Et je pense que c'est quelque chose qui sera entre les deux pour avoir suffisamment de choix pour être bien aussi, tu vois, avoir cette richesse en temps, mais aussi de flexibilité pour faire d'autres choses. Tu vois, pas forcément que travailler dans ta vie. Parce que bien trop souvent, on entend aussi le discours de ceux qui sont passés un peu par le biais du survivant, non, les entrepreneurs à succès, où ils disent ouais, il faut bosser à fond, si tu fais pas 100, 120 heures par semaine, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas. Alors qu'il y en a aussi qui font ça et qui n'arrivent pas forcément non plus à s'en sortir, parce que, comme on sait très bien, les jeunes entreprises, c'est peut-être 8 sur 10 qui passent pas la première année ou la troisième année dans tous les cas. Donc, je pense que c'est aussi trouver un juste milieu. Et comme tu l'as dit, avec le salariat, ça va être très compliqué d'arriver à ces niveaux-là. Donc, du coup, après, il reste deux choix, soit l'entrepreneuriat, soit l'investissement. Après, moi, j'en vois pas d'autres. L'entrepreneuriat, ça peut être très compliqué. On sait très bien que c'est pas facile du tout. Pour y être dedans, c'est pas quelque chose de simple. Il faut quand même y bosser. Je pense que pour la plupart des gens, si c'est avoir un niveau de revenu équivalent à ce qu'ils ont dans leur job salarié, c'est plus intéressant de rester dans le job salarié parce que c'est plus facile niveau horaire, niveau contrainte, que de devoir tout gérer tout soi-même. Et après, par contre, ouais, si tu arrives sur des gros niveaux, il faut vraiment mettre au moins au début beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et après, l'investissement, c'est pareil. C'est pas simple au début, mais il y a des formes de faire qui sont peut-être plus moins gourmandes en temps, j'ai envie de dire, que avoir un job qui te file 100K à l'année, mais qui vient avec quand même de la corde accrochée derrière, où tu dois quand même, ils vont pas te filer ça pour rien. Et l'entrepreneuriat, où si tu veux développer une grosse machine qui te rapporte beaucoup d'argent, ben, il va falloir quand même la créer aussi, et c'est pas forcément plus simple. Et après, tu as l'investissement, c'est encore notre monde, c'est pas forcément plus simple, mais il y a des manières de faire qui font que tu n'es pas obligé d'y passer non plus 80 heures par semaine pour avoir des résultats qui sont quand même satisfaisants pour ton objectif, si c'est un objectif voilà, de complémenter un peu ton source de revenus, ou pourquoi pas le remplacer, mais dans tous les cas, pas dans des proportions où on est d'arriver sur des 0,00001%, ou de toute manière, statistiquement, si vous partez la personne lambda avec pas forcément un gros héritage, un gros capital dès le début, ça va être très très compliqué, et c'est pas sûr non plus, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est impossible.
Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Tu as toujours Non, des histoires de non, personnes clairement, qui ont clairement. réussi, qui ont réussi à obtenir, tu vois, le statut de 0,1 ou 0,01 même en étant, hyper jeune. Mais souvent, on va prendre en considération et comme exemple ces personnes-là en se disant: «S'il a réussi, moi aussi je peux le faire». La réalité, c'est qu'il y a très, très peu de personnes qui arriveront à obtenir ce statut-là. Quand bien même tu serais quelqu'un qui serait hyper motivé, quand bien même tu aurais, tous les outils, du monde, toute la rigueur du monde et que tu bosserais, 150 heures par semaine, voilà, l'écrasante majorité des personnes aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, même dans l'investissement, ne gagnent pas d'argent, voire même en perdent, tu vois? Et je pense que c'est se tromper d'objectif. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. Je pourrais très bien aujourd'hui, m'afficher, tu vois, dans une grosse maison, m'acheter une grosse voiture, faire tous ces trucs-là parce qu'aujourd'hui j'ai la capacité de le faire. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est comme ça que je souhaite vivre ma vie? Est-ce que c'est l'image que j'ai envie de véhiculer? Absolument pas. Moi, le plus important, et c'est ce qui m'a poussé en fait à avancer au tout début pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, que j'ai débuté lorsque j'avais 24 ans, euh, ça a été justement de reprendre possession de mon temps et de me dire, voilà, ce temps-là, maintenant que j'ai disponible, comment je souhaite l'utiliser. Et derrière, c'est pas uniquement fait pour maximiser l'argent que tu souhaites acheter, parce que je trouve que c'est une vie quand même très très triste, tu vois. Si tout ce que tu fais, tout ce que tu essayes de créer, à chaque fois que tu te lèves le matin, ton objectif, c'est juste de te dire je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, bah, je pense que ça peut être un objectif qui est louable au début quand tu n'en as pas beaucoup parce que tu considères que c'est rare, que c'est compliqué d'en avoir. Mais à partir du moment où tu as suffisamment pour pouvoir vivre, te faire plaisir, tu comptes pas tes sous quand tu vas faire tes courses, tu peux partir en voyage un peu comme tu veux. Après, ça devient plus clairement l'objectif premier, ou en tout cas une nécessité comme celle que tu pouvais avoir au début. Et je pense que c'est là, après, où il faut se trouver des vrais objectifs, quelque chose qui nous parle, tu vois. Après, tu as envie de contribuer, tu as toujours envie de faire des choses. Et le travail aussi, cette notion de travail, on a toujours l'impression que cette notion de travail, c'est celle un peu qu'on nous a inculqué à l'école, hein. Il faut trimer pour gagner de l'argent, il faut gagner sa vie. Il y a plein d'expressions comme ça qui existent. D'ailleurs, le mot travail, je crois que ça vient de tripalium, qui est en fait un outil de torture aussi. Donc tout ça, en fait, dans l'inconscient commun, c'est de dire, voilà, il faut souffrir pour gagner de l'argent et le travail, il est efficace qu'à partir du moment où on souffre. Et je pense qu'après, il y a une moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. À partir du moment où j'ai atteint le statut d'indépendance ou liberté financière, ça m'a permis de remettre en perspective tout ça et de me dire concrètement, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de me lever le matin et de me dire: «Tiens, j'ai envie de contribuer, j'ai envie, d'évoluer», autre que le simple fait, tu vois, d'avoir, plus de zéro ou plus d'argent sur mon compte en banque, tu vois? Ça peut être prendre peut-être plus soin de ta santé, encore avoir plus envie de contribuer. Ça peut être de t'inscrire sur une activité sportive qui te plaît depuis le début. Peu importe les objectifs que tu as. Mais souvent, on a l'impression que le seul objectif principal quand tu commences à gagner de l'argent, c'est de t'acheter toujours plus de trucs. Et c'est ce qu'on voit en fait avec les personnes aujourd'hui sur YouTube qui montrent leurs grosses villas, leurs yachts, leurs machins. Tu as l'impression que ils font rêver les gens et ils montrent la finalité de la richesse, de l'argent et de tout ce qu'ils ont fait simplement en achetant toujours plus de trucs, tu vois? Et je pense Mmh. que ça peut répondre à un certain besoin ou un certain pan de la population, mais aujourd'hui, je pense que la majorité, c'est absolument pas leur objectif et souvent, c'est même se tromper d'objectif, tu vois? De se dire, bah, forcément, moi, je vais avoir le même niveau de vie que lui, je vais acheter un yacht, je vais acheter la grande villa, le grand machin, alors qu'au fond, c'est pas ça qui te donne envie, d'avancer. C'est pas ça qui te donne envie, d'évoluer et souvent, ça nous empêche aussi de faire des premiers pas parce qu'on voit tout de suite des mecs qui gagnent énormément d'argent et tout, et on se dit, bah moi, en fait, je suis tellement loin, j'ai tellement de travail à faire, j'ai tellement de travail à rattraper, bah, qu'au final, tu fais jamais rien, tu procrastines parce que tu dis que ça vaut pas le coup. Si tu te mets à épargner ou à investir 100 balles tous les mois, alors que tu en as certains qui investissent des centaines, voire des millions d'euros tous les mois, tu dis, pourquoi commencer en fait? Ça sert à rien, je suis tellement loin. Alors que, encore une fois, c'est se tromper d'objectif. On n'a pas tous le même intérêt, on n'a pas tous la même direction, on n'a pas tous les mêmes impératifs, on n'a pas tous également aussi les mêmes exigences, hein, d'un point de vue personnel. Et je pense que tout ça, c'est à prendre en considération pour bah, faire des premiers pas et façonner la vie de la manière dont on le souhaite à titre personnel. Ouais et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est, il y a ce concept-là de: «OK, je veux en avoir toujours plus», mais il faut voir aussi ce que ça Ça représente en termes de représente temps. Parce qu'en temps, au final, je vais sacrifice, tout. exactement, parce que moi, je m'intéresse beaucoup au concept de stealth wealth en ce moment. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais la richesse discrète en anglais et au final, il faut bien comprendre que dès que tu as une grosse voiture, type on parle, Lamborghini, Ferrari, ce type de choses-là,
c'est des emmerdes parce que une fois que ça déjà alors ça coûte un bras le vidange d'huile sur une Bentley ou sur non sur une la Bugatti Veyron, il me semble que j'ai vu c'est le prix d'une autre voiture neuve moyenne de gamme, je pense on parle de 20 000 $. Donc à chaque fois qu'un contrôle technique, une révision, un truc à changer, il va falloir que tu fasses venir le camion parce que bien sûr tu peux pas l'amener au garagiste du coin, hein. Le mec il va pas te la prendre ou alors s'il te la prend, moi je lui ferai pas confiance, donc il faut que tu fasses venir le camion de la marque qui te l'amène dans un des quelques garages en France qui s'occupent de ça, voire à l'étranger, si ça dépend ce que c'est, tu vas payer. Et puis surtout, il faut gérer, tu vois, en termes de temps, il faut appeler, il faut prendre le rendez-vous, ou alors il faut que tu t'assures que la personne que tu as confiée, il faut qu'elle s'en occupe. Pareil, les résidences secondaires, ou si tu as une grosse maison, il faut gérer l'entretien, il faut gérer, pourquoi pas le personnel, il faut gérer plein de trucs. Et ça demande du temps, de l'argent. Et au final, si c'est juste pour montrer que tu as réussi ou pour montrer que tu en as sous la pédale, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Et moi, je me rends compte, personnellement, ma réponse, c'est non. Moi, je préfère être tranquille dans mon coin, pas forcément vivre bien, avoir un cadre de vie qui me convient, mais pas forcément, tu vois, et aussi éviter toutes ces emmerdes, entre guillemets, de devoir gérer un gros patrimoine, beaucoup de matériel, parce qu'au final, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Alors que tu peux, au final, tu te contentes de moins, c'est peut-être moins flambant, mais tu as des choses qui, je sais plus dans quel livre il disait ça, qu'au final, il vaut mieux prendre une voiture qui marche bien d'une marque assez commune dans ton pays, où tu as les pièces dans tous les garagistes, où tu sais que tu vas pouvoir le faire réparer facilement dans le garage du coin. Et au final, c'est plus facile. Et moi, je tends vraiment vers ce concept-là de richesse, c'est-à-dire je gère mon temps comme je veux. Et je sais qu'il y a certains trucs, plus si tu mets le doigt dans l'engrenage, au final, ça va devenir un truc de plus en plus, plus en plus, plus en plus. Et au final, tu vas te retrouver alors peut-être à générer beaucoup d'argent, mais aussi à devoir passer de plus en plus de temps pour le maintenir ou l'augmenter. Tu vois, c'est un peu aussi le choix qu'ont beaucoup d'entrepreneurs quand ils arrivent à un certain niveau. Qu'est-ce que je fais? Je vends mon entreprise, je reste à ce niveau en sachant que techniquement, il faudrait que je me développe plus parce que sinon il y a la concurrence, parce qu'il y a ça. Ou alors, je fais tapis, j'augmente la structure, je commence à embaucher à plus, on se développe, on fait machin. Mais tu sais, par exemple, tu vas avoir le côté ressources humaines à gérer. Quand tu développes ta boîte, si tu as plus d'entreprises, plus de magasins, plus de trucs à gérer, mais c'est plus de temps, plus de responsabilités, plus de plus. Et au final, voilà, est-ce que vous revoir aussi tes objectifs et ta vision de la richesse et de là où tu veux en aller. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent le besoin de lever un peu le pied de la pédale, justement pour ça, parce qu'ils se rendent compte que c'est trop. J'ai plus envie de passer tout ce temps. Alors peut-être que je gagne très bien ma vie, mais au final, est-ce que je peux pas me contenter d'un peu moins? Et c'est ça à jauger aussi, tu vois, que je pense que le domaine de l'investissement, c'est intéressant. Et je pense que j'espère qu'on peut démontrer que c'est pas, voilà, comme on a eu certains commentaires, juste du matérialisme où on va en avoir toujours plus pendant que la planète crabe, entre guillemets, hein. Je paraphrase à peine les commentaires, mais ça allait un peu dans ce sens-là. Et je pense que c'est recadrer un peu le truc en disant, mais c'est vraiment, c'est pas une fin en soi. Bien sûr, il faut en avoir un peu sous la pédale, mais dans tous les cas, c'est vraiment pour avoir plus de temps et plus de liberté personnelle. Parce qu'on va aussi dans un monde où c'est de plus en plus compliqué. On en a parlé aussi dans plusieurs vidéos, mais c'est aussi avoir certains choix qui de pas dépendre du source de revenus, parce qu'on dit ok, c'est très bien si tu as ta position de CEO ou dans une grosse boîte, mais moi je vois dans mon cercle personnel autour de moi, ça valse pas mal aussi, quoi. Vu la situation économique à côté, il y en a j'ai des copains là où je suis actuellement qui sont dans des grosses boîtes, mais alors pas forcément eux directement, mais à droite et à gauche, dans certains départements, tu as beau avoir un poste prestigieux, entre guillemets, si le board américain ou en Allemagne ou je sais pas où a décidé que ton département ou ta ligne, c'était plus intéressant. Ou les actionnaires. Pour les actionnaires, voilà, exactement. Si quelqu'un dans le grand comité de direction a décidé que ta place est sautée, ta place est saute. Donc c'est aussi. Et personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Beaucoup de gens ont l'impression encore aujourd'hui, malheureusement, que d'avoir un CDI, c'est l'objectif forcément à atteindre et que c'est un peu le Saint Graal et parce que c'est ça, en fait, la sécurité. Bah, rapidement, tu te rends compte que tu es un pion, surtout dans des grosses boîtes, qu'aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Il y avait quelqu'un avant toi, il y aura quelqu'un après toi. Qu'aujourd'hui, peut-être que ton job te plaît, mais que demain, je sais pas, tu tombes avec un changement de manager, le mec te casse les couilles et tu peux plus vraiment faire ce que tu veux, ou tu as une pression au travail qui devient tout de suite genre insoutenable. Si t'as pas le choix, tu vas subir le truc, et après c'est ta santé qui en pâtit. C'est ta santé, éventuellement ta vie de famille, parce que si à ton travail ça va pas correctement, bah forcément dans ton couple ou avec tes enfants, ça n'ira pas non plus. Bref, c'est compliqué. Et moi, ce truc-là, je l'ai vécu un peu à titre perso quand j'étais à l'époque salarié, mais la vision, et on en parlait aussi souvent en off avec les copains, mais
c'était de se dire, il y a toujours l'équilibre entre l'énergie, le temps et tout ce que ça va nous demander en fait comme effort par rapport aux résultats escomptés et par rapport aux récompenses potentielles. Et je me souviens, moi, à l'époque, quand j'étais encore salarié, bon, ils voyaient que je travaillais très très bien, je travaillais en tant que commercial. Et vu que mon objectif, c'était simple, c'était plus j'avais un niveau de vie qui était extrêmement bas, plus je gagne d'argent, plus je peux épargner, plus je peux investir et plus je me casse vite en fait du job salarié. Donc moi, c'était simple, c'était ça qui me motivait. J'avais envie de me casser, ce que j'ai fait en moins de 4 ans et demi pour le coup. Vu que je travaillais très très bien, que je ramenais pas mal d'argent aussi à la boîte et que j'avais un gros portefeuille de clients, j'avais un portefeuille à l'époque, je crois que c'était de 3 millions à peu près de chiffre d'affaires sur ce que je vendais. Alors, c'était pas de bénéfice, hein, mais c'est vraiment de chiffre d'affaires. Donc, j'avais un gros portefeuille client. Et donc, vu qu'ils voyaient que je travaillais bien, ils voulaient tout de suite me donner plus de responsabilités. Au début, ils m'ont proposé du management, ce que j'ai refusé, parce que je savais que c'était de la merde. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et qu'il y avait trop d'emmerdement par rapport aux gains de revenus potentiels, surtout qu'à l'époque, j'investissais pas mal, je continue toujours de le faire aujourd'hui, et j'avais développé une activité entrepreneuriale à côté qui me permettait d'énormément augmenter mes sources de revenus. Et pour le coup, après, ils m'ont donné la responsabilité d'une gamme dans cette entreprise. Et là, je touchais les commissions sur les 101 commerciaux, sur ce que eux vendaient sur cette gamme, si tu veux. Et là, ce qui était fou, c'était que ça me demandait entre 10 et 12 heures de plus par semaine de travail, juste pour m'occuper de ça, alors que par an, ça me faisait gagner, je sais pas, peut-être 3 ou 4 000 euros sur mon salaire annuel, hors impôt. Hein, donc, j'enlève pas les taxes, j'enlève pas tous ces trucs-là. Donc, en termes de revenus net vraiment dans ta poche, clairement, ça valait vraiment pas le coup. Et donc, c'est là, en fait, où j'ai commencé à me poser la question et de me dire, des fois, on va te proposer des responsabilités, on va te proposer des trucs. Vu que moi, à côté, je gagnais très, très bien ma vie et que j'avais commencé à développer des activités, j'avais commencé aussi énormément à investir et tout, j'avais rapidement aussi, si tu veux, ce lien qui me disait, en fait, là, on va me proposer peut-être de gagner, je sais pas, 300 euros de plus par mois. Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup. Moi, 300 euros de plus par mois, si tu me dis qu'il faut que je travaille 7 ou 8 heures de plus par semaine pour un truc en plus qui me plaît pas, je préfère mieux utiliser ce temps-là et de le passer à développer, tu vois, une activité entrepreneuriale ou passer plus de temps à me former pour investir, etc. Là, ça sera sans doute plus rentable. C'était ma vision des choses. Mais tu te souviens, on en parlait en off justement de ces trucs-là, de se dire, c'est quoi l'équilibre quoi qu'il y a à avoir entre les deux. Et souvent, quand on va voir dans des grosses structures des gens qui travaillent bien, on va leur donner plus de responsabilités. Et ceux qui sont toujours en train de dire, il faut grinder, il faut monter les échelons, il faut bien se faire voir au niveau de la boîte et tout, tu peux vite monter en termes de responsabilité et tout, mais également aussi te retrouver un petit peu peut-être sous l'eau quoi, en termes de travail, plus être capable de revenir en arrière et puis de se dire, vu que tout le monde est passé par là et que c'est ce qu'il en coûte en fait pour faire partie du top 1%, tu vas accepter les situations qui sont peut-être pas forcément acceptables. Et tout ça, tu vois, c'est un problème que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui, qui n'est pas suffisamment évoqué. Et je pense que c'est important de se dire, c'est quoi qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est de montrer que j'ai réussi, d'avoir le gros statut social et derrière peut-être d'en payer aussi les conséquences de ce truc-là, parce que c'est clairement pas simple d'atteindre ce genre de statut et surtout d'y rester. Ou de l'autre côté, de se dire, voilà, moi, ce qui est important, c'est aujourd'hui mon temps libre, de passer du temps avec ma famille, de passer toutes ces choses-là. Et là, pareil, là aussi, il y aura un prix à payer. Parce que dans les deux cas, de toute façon, c'est pas gagné, quoi. Il y a toujours un équilibre à trouver, quoi. Ouais, c'est clair. Après, on va pas forcément s'attarder plus, mais je voulais quand même mettre quelques points de réflexion sur ce que tu viens de dire, parce que ça me paraît super intéressant. Pas forcément en lien avec le sujet initial, mais justement sur l'entreprise, parce que c'est un sujet qui m'intéresse à titre personnel aussi, donc je creuse pas mal. Donc déjà, plusieurs trucs que moi je garde toujours en tête depuis pas mal de temps, c'est que ceux qui se rappelleront que tu as fait des heures sup dans 20 ans, c'est surtout ta famille, hein, ta famille et tes potes, hein, tes collègues actuels. Dans Les 20 ans, il y enfants a que tu très peu n'auras de pas chances. vus. Voilà, tes enfants. Il y a aussi pas mal d'études qui montrent que quelqu'un qui travaille bien, qui fait son travail vite et tout, au final, il a moins de chances de recevoir une promotion. Parce que si tu fais le travail de 2 personnes ou de 3 en coûtant le salaire de qu'un, pourquoi il te remplacerait? Donc il faut tenir compte aussi. Deuxièmement aussi sur ce point-là, quelqu'un qui ne dit jamais rien, qui dit toujours oui, je vais le faire et qui ne se plaint jamais, il y a plus de chances aussi de retrouver les trucs, de choper les projets de merde. C'est-à-dire qu'ils ont fait une étude auprès de pas mal de managers et ils ont dit par rapport à quelqu'un qui se plaint jamais, qui fait toujours voilà, le bon petit soldat, qui fait son travail consciencieusement, qui dit jamais non, ou quelqu'un qui a tendance un peu à rechigner, à qui vous donnerez un projet un peu pourri, un peu, voilà, un peu chiant.
au mec qui dit jamais rien. Donc ça, c'est encore aussi une réalité. Donc c'est vrai que le monde du travail, c'est compliqué, mais quand on regarde un peu les études, ce qui se passe actuellement, voilà, c'est remettre aussi les choses dans son contexte. Et je vous invite aussi à vous renseigner sur ces choses-là, parce que voilà, pour pas non plus tomber dans un piège où il y a aussi un schéma narratif peut-être un peu plus ancien, de la génération peut-être, voilà, même peut-être de 2 générations avant, où le travail c'est la vie, il faut tout donner, il faut être loyal à l'entreprise. Quand on regarde les statistiques sur la loyauté des entreprises, voilà, faut faire attention à ces notions et savoir pourquoi on investit tout ce temps, tu vois, aussi avec des chiffres, avec ces idées-là derrière, parce qu'on on se fait reprocher un peu des fois de temps en temps, les gens veulent plus travailler, ça marche plus, ou voilà, des choses comme ça. Bon, pas forcément rentrer trop dans la polémique, parce que c'est un sujet un peu délicat, mais il faut peut-être creuser un peu le derrière de pourquoi il y a ce malaise, un peu pourquoi il y a ces questions qui arrivent sur la table, avec voilà, des choses derrière qui ont peut-être changé par rapport à une période où les gens qui sortent ce type de phrases ont encore en tête. Ils ont peut-être pas, je vais y arriver, actualisé par rapport à la réalité de ce que c'est le marché du travail aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On a un peu évoqué plein de sujets, mais je pense que c'est important de continuer à traiter et d'avoir ces discussions peut-être avec des formats un peu plus longs, pas forcément préparés à l'avance, mais où on peut vraiment du coup sortir honnêtement ce qu'on pense sur des sujets qu'on voit pas forcément trop évoquer, parce que c'est vrai que c'est plus facile de faker ou de faire un peu du bling-bling, de dire le top 5 des investissements ou comment devenir riche facilement, je te donne la technique, vas-y, fais ça, sans vraiment apporter de valeur. Je pense j'espère en tout cas que ça permet de redescendre un peu sur terre, voir aussi comment on pense, aussi pour les gens qui sont un peu dans cette optique-là, mais qui n'ont pas forcément de personnes avec qui en parler, parce qu'on sait que c'est difficile, on sait que trouver des personnes pour échanger sur des sujets un peu plus complexes, ou voilà, c'est pas forcément évident. Donc, mais j'espère que ça peut aider aussi dans ce sens-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça continue de vous plaire ce format, des idées de sujets, pourquoi pas, si ça vous intéresse aussi. Je vous laisse en commentaire, en description plutôt de la vidéo, 2 liens. Le premier vers la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il parle de sujets aussi transversaux à ce qu'on vient d'aborder, investissement, finances personnelles, entrepreneuriat. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et je vous mets aussi, pour ceux du coup, pour revenir un peu au thème de la chaîne, ceux qui veulent investir dans les crypto-monnaies, mon guide offert pour bien commencer dans les cryptos, encore une fois dans la description. Et pour notre part, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. À bientôt.